Car quand on produit un savoir scientifique, on isole, on coupe de la réalité pour pouvoir faire l'observation et on prétend après, si tu veux, mettre ça dans le réel sans difficulté et sans dommage. Non, il faut maintenir un écart entre ce que tu apprends et ce que tu vas et la façon dont tu vas accompagner l'autre. C'est fondamental. Nouveau numéro aujourd'hui de Hold the Talk, un numéro super spécial pour moi. Avant de vous décrire tout ça, j'aimerais ça d'abord vous présenter mon bras droit de l'émission, Thomas Trabariès. C'est un peu mon directeur artistique et un petit peu je dirais mon guide dans cette aventure. Il me conseille aussi de temps en temps. Mais je te donne du crédit quand même, Thomas. Je te donne du crédit. Tu m'aides plus que ce que tu penses. Alors, merci. Je voudrais aussi rajouter, avant de continuer, n'oubliez pas de venir vous inscrire à la chaîne, de venir commenter, liker. On a besoin de ça pour continuer le mouvement. Ça nous nourrit. Je fais beaucoup de choses tout seul. Sentir qu'il y a du soutien, ça fait toujours plaisir et ça nous motive un peu plus à continuer à avancer ce mouvement-là, comme j'ai dit auparavant. Donc, pour commencer aujourd'hui, je vais recevoir un homme passionné par l'aventure humaine, habité depuis toujours par un intense désir de comprendre, un penseur dont les concepts invitent sur la terre ferme, au cœur de l'humain, dans ce qu'il incarne au travers de la performance sportive. Un humaniste qui nous apprend à nourrir l'inspiration, éclairer et, le cas échéant, à composer avec les parts occultes du mystère humain. C'est avec grand plaisir et honneur que j'ai le privilège aujourd'hui d'accueillir ce maître de l'anthropologie sportive, François Bigrel. Bienvenue, François. Bienvenue. Bienvenue, bonjour. Salut, François. Alors, ça me fait très plaisir de t'avoir, François. Juste pour me remettre les choses en contexte, comme beaucoup de tes étudiants, certainement, moi, j'étais eu en formation BE2 en 2001, formation que j'ai fait avec la Fédération française de natation, donc en lien avec la fédération à l'époque. Et puis, tout de suite, j'ai été, comme beaucoup d'étudiants que tu as eu certainement, choqué par la vision et la simplicité des choses que tu amenais. On va reparler certainement un petit peu de ça. Après ça, je t'ai suivi, j'ai beaucoup lu, continué à m'inspirer de tes enseignements. C'est pas facile, c'est un challenge. On va parler de ça. On va parler de ça aussi. Donc aujourd'hui, on va parler de performance et un petit peu de pédagogie. Et bien sûr, ça va dévier parce que ça ouvre un petit peu la porte à plein de choses. Alors, François, le dernier je dirais l'écrit sur lequel beaucoup d'entraîneurs échangent dans le monde de la natation, mais tu n'as pas seulement travaillé avec le monde de la natation, juste rappeler que tu as touché à différents sports, différentes fédérations en France. Mais moi, je t'ai connu au travers de la natation. Alors, les écrits qu'on a appris, nous, entraîneurs, c'est la relation ou l'interrelation du P1 et du P2. Alors, si on peut commencer par ça, je pense que ça peut être un bon début. Et puis, on va y aller progressivement. Bien sûr. Bon, j'ai été conduit au fil du temps parce que je voyais des confusions s'installer. J'ai été conduit dans le fil du temps à distinguer deux concepts différents. Quand on parle du mot performance, on a le tort de le prendre comme il est et de croire qu'il existe en tant que tel. En fait, il faut l'analyser un peu et s'apercevoir qu'il y a des confusions. C'est pour ça que j'ai créé deux termes autour du mot performance. Ce que j'appelle la performance P1, mais si c'était à refaire, je ne l'appellerais pas comme ça, parce que P1 et P2 semblent se succéder, alors qu'en fait, les deux sont de nature extrêmement différente. Très différente, oui. Ce qu'il faut comprendre dans la performance P1, c'est que c'est celle qui n'existe pas et que l'on va réaliser en situation de compétition. Et c'est ce à quoi on doit entraîner l'athlète, bien entendu. Ce n'est pas à autre chose qu'à être présent dans la situation de compétition et à y performer. Donc, il faudra ne pas se limiter à comprendre la performance en tant que telle, celle que réalise le sujet, mais comprendre ce qui se passe en situation de compétition. Et ça, on ne le fait jamais. On adopte un concept de performance centré sur le sujet, on mesure ses bras, on mesure ses jambes, on lui donne la taille, etc. Mais personne ne s'intéresse à la situation de compétition, alors qu'en fait, c'est ce qu'on doit préparer. Et elle a des caractéristiques qui sont complètement oubliées, qui fait qu'on court après des médailles, mais on ne prépare pas les athlètes à ce qu'ils vont rencontrer comme problème. Donc,
La performance P1, elle n'existe pas. C'est celle qui va émerger du contexte de la situation de compétition et du potentiel de situation, comme dit François Julien. On va faire vivre la situation, l'athlète va la faire vivre pour faire émerger une performance, mais elle n'existe pas encore. Ok. Alors moi j'ai un petit truc là-dessus par rapport à l'observation en compétition. Puis je me plais à discuter de ça avec les entraîneurs, surtout chez les jeunes. Oui. Surtout chez les jeunes. Et c'est là où le challenge est plus dur. Et j'aurais une première question après ce commentaire-là. C'est là où le challenge est plus dur, c'est-à-dire que les jeunes, le coach chez les jeunes va enseigner toute la semaine, imposer bien souvent son paradigme ou son modèle, comme tu peux l'appeler. Et en compétition, à chaque fois, ils vont tirer les mêmes conclusions. Waouh, mais d'où ça sort? Voilà. D'où ça sort? Et rarement, ils sont capables de faire reproduire ce genre de comportement d'exploration dans lequel ils se mettent l'athlète en compétition. Est-ce que c'est vraiment une observation qui est correcte? Mais absolument, mais il faut tout simplement les préparer et leur dire qu'il va y avoir un moment d'invention et un moment de création. La compétition sportive, c'est un sport hautement intellectuel qui suppose une disponibilité et une capacité d'être artiste le moment venu. Donc, il faut leur parler de ça. Il faut leur parler de cette espèce d'émancipation de soi-même, de saut qualitatif qui va se passer parce que tout simplement, la situation va le permettre. Mais il faut qu'ils soient présents à ça et qu'ils aient été préparés à être présents à ça. S'ils ont été préparés selon ce qu'on appellera peut-être tout à l'heure le deuxième univers ou l'univers d'une normalité technique, ils ne peuvent pas découvrir ce moment. Ce moment, ils le vivent avec eux-mêmes et personne d'ailleurs n'y aura accès. C'est de l'intime. Il faut les habituer à l'intime. Il faut les habituer à être avec eux-mêmes dans ces moments-là. C'est un moment, et il n'y a pas d'autre solution. Et plaquer pour se rassurer une normalité technique là-dessus, c'est tuer cette dynamique. Donc, dès le début, il faut les habituer à cette dynamique et leur faire aimer ce qu'ils produisent et les sensations qu'ils ont quand ils les produisent. Et les inviter à décrire certainement ces sensations-là, parce que nous, on a des représentations des sensations qui sont complètement différentes individuellement. Et en plus, non seulement les aider, mais vous n'aurez jamais accès, il faut le leur dire, à ce qui va se passer, parce que c'est leur truc à eux. Ouais. Tu comprends, il va se passer quelque chose qui est, pour moi, le plus subtil de la condition humaine, c'est-à-dire ce moment que François Julien appelle non pas vivre, mais exister, c'est-à-dire sortir de soi-même, parce que la situation va vous y inviter, tout simplement. Mais il faut être présent à elle-même, à cette situation. Il faut être présent à cette situation. Si vous n'êtes pas présent et que vous plaquez un modèle a priori, vous serez déçu. Ça peut réussir, mais ça échouera parce que vous ne savez pas pourquoi vous réussissez. Ouais. Il faut préparer les gens à l'aventure humaine très subtile et dès l'enfance de ce qu'est un engagement, un faire, une action, avec tout ce que ça suppose de singularité. Personne ne peut le faire à ta place. Ouais, non, ça c'est un petit peu comme dans le cinéma ou les acteurs de théâtre. Tant qu'on n'est pas sur scène réellement et qu'on ne vit pas la chose intensément, on a beau faire des études très théoriques sur les cours de diction ou quoi que ce soit, ça revient au même. Mais par contre, comme dit Saint-Exupéry, il n'y a pas à la prévoir, mais il y a à la préparer. Oui. Et les gens imaginent que parce qu'il y a un moment d'invention et de création qui va nous surprendre, il n'y a pas de possibilité de la préparer, alors qu'en fait, il y a une possibilité énorme de la préparer. Non tout simplement, je veux dire par la culture qu'on aura depuis longtemps de l'art de vivre ce moment. Et il faudra avoir eu des expériences là-dedans et des feedbacks sur cette expérience et être invité par l'entraîneur à approfondir dans son propre intime, dans l'intime de l'athlète, pour que tout simplement, tout doucement, il grandisse dans quelque chose dont il est l'artiste. Et personne ne le fera à sa place. Tu te rends compte que ce que tu dis, est-ce que c'est très logique. Enfin, pour moi, c'est plein de bon sens. Puis c'est vraiment, c'est du bon sens pour moi. C'est pas, ça pas. Mais écoute, on peut pas aller ailleurs, mais on se bat en France dans un système. Et c'est la discussion que j'ai eue avec Thomas un petit peu. On se bat en France dans un système où on enseigne l'enseignement tel qu'il a été dans le passé. Hein. Thomas, tu me coupes si je me trompe. L'enseignement tel qu'il a été dans le passé était quand même assez dirigé. Bien sûr. Et ça a quand même donné quelques résultats. Mais l'œuvre d'art ne peut pas être dirigée. Exact. L'œuvre d'art ne peut pas être dirigée. Elle est un moment de création
Et pour moi, les médailles d'or, je le dis souvent quand je fais des interventions, il y a certaines médailles d'or qui sont médiocres parce qu'elles sont faites sur une robotisation du vivant. Elles ne sont pas faites sur son expression réelle, c'est-à-dire son art d'exister, sortir de soi pour produire quelque chose d'adéquat au problème qui m'est posé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une situation de compétition? Et une situation de compétition, on peut la résumer très simplement, c'est résoudre un problème. Et c'est un problème que je suis capable de me poser, compte tenu de l'intention large que je poursuis, que je suis capable de me poser et que je vais résoudre. Et si je ne le résous pas, je le résoudrai la prochaine fois. Tu te rends compte, François, que l'entraîneur qui nous écoute aujourd'hui, c'est quand même violent. S'il n'a jamais été dans cette parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne sont pas confortables là-dedans et qui se rassurent beaucoup sur les rapports scientifiques, sur les choses qu'ils contrôlent. Mais c'est pour ça que j'ai pas de, si tu veux, je n'ai pas fait école qu'auprès que des gens que j'ai eu en cours et qui ont eu le temps de partager avec moi ces choses-là. Mais j'ai fait beaucoup d'interventions, tu l'imagines, au cours de ma carrière, et en général, les gens peuvent comprendre ce que je veux dire, mais après, il faut travailler cette chose-là pour soi, pour véritablement l'intégrer. Sinon, on retombe dans la facilité, ce n'est pas une facilité parce que des fois c'est très dur, mais de la série d'exercices pour eux-mêmes, si tu veux. Et la série d'exercices pour eux-mêmes, quand on a compris la condition humaine un petit peu, ça ne veut absolument rien dire. Donc en fait, l'idée c'est de se pincer toutes les 10 minutes pour voir si on est juste à chaque fois ou se poser la question à chaque fois En tout cas, il y a un truc qui est fondamental chez vous, c'est l'art de l'utilisation du chronomètre. Hein. Tu vois, si je pouvais travailler sans, je serais heureux, vraiment. Parce que si tu veux, c'est lui qui indique que ton intime est de plus en plus intime avec l'eau. Tu veux que je te fasse un petit clin d'œil là-dessus? Alors moi, c'est un des plaisirs que j'ai dans mon travail, notamment en sprint. Depuis quelques années, j'ai réussi à développer, je ne sais pas si c'est un coup de bol ou pas, là, mais je pense que je suis assez accurate. Je donne les temps sans regarder le temps. Donc, des fois, je suis très juste en la regardant nager. Un chronomètre dans la tête, non. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Tu connais leur expression, tu connais leur développement. Je sais comment, tu sais quand ça fonctionne. Tu sais, c'est 9.2, c'est 9.2 là. C'est l'expression de 9.2. L'expression de 9.8, c'est une autre expression. Ouais. Et je vais te dire un truc. Non seulement c'est le chronomètre, mais c'est la capacité qu'a l'athlète de dire le temps qu'il a fait. Alors ça, c'est encore mieux. Et non pas que toi, tu l'énonces. Parce qu'il doit savoir, il doit comprendre par son aventure personnelle et intime, il doit comprendre que là, il a le sentiment d'aller encore plus vite. Et il doit te donner ce sentiment. Il doit te dire, là, je ne pense pas que j'ai été vite, ou là, je pense que j'ai été plus vite. Et c'est ce travail expérientiel, si tu veux, incarné, qui va faire la performance au fil du temps. Parce que l'individu va exister par lui-même, avec lui-même, en lui-même. C'est lui le référentiel, c'est lui en fait qui détermine les allures. Bien sûr. Exactement. C'est pour ça qu'à une époque, il y avait une espèce de diktat. Est-ce que je suis bien dans telle filière? On faisait presque des prises de lactate en se foutant complètement en fait de quel était le ressenti du nageur. Et donc, on l'empêchait en quelque sorte de s'exprimer lui-même et de faire descendre tout seul les barrières. L'important, c'est quelle allure tu as, j'imagine. C'est comment tu te sens. Bien sûr. Et c'est… Alors, si tu veux, moi, j'ai fait des lactates très, très longtemps, mais donc, il faudra peut-être qu'on évoque le rapport à la science. Ouais, on va en parler. Je veux vraiment parler de ça. Ça, c'est vraiment… Parce que le lactate est ridicule et formidable. Ce n'est pas lui le problème. Il peut être un indicateur de plus, mais ce qui compte, c'est l'aventure de celui qui nage. Et l'inviter à cet incroyable bonheur qu'il y a, si tu veux, la joie qu'il y a à résoudre des problèmes dans l'eau. Ben, regarde, on a fait le constat de l'athlète qui doit lui donner le temps, mais pense aux entraîneurs. Combien de fois tu as vu des coachs? Moi, pareil, le nageur sort de l'eau, la première chose qu'il donne, c'est les temps de passage, c'est les fréquences, c'est toutes les données. Comment tu t'es senti qui devraient être découvertes par l'acteur. Exactement. Il doit savoir comment il est passé. Il doit savoir comment il l'a fait. Il doit savoir les erreurs qu'il a commises. Si tu l'as bien, si vous avez un bon échange et il a bien conscience de l'aventure dans laquelle il s'embarque. Et le mot que tu as utilisé plusieurs fois, le mot exploration, le mot découverte, c'est synonyme de jeu, c'est synonyme de fun, c'est synonyme de passion. Et on voit trop souvent d'entraîneurs qui pensent, et moi le premier, ça m'est arrivé. On pense que c'est le fun, on pense que c'est de la passion, on pense qu'on rigole, mais tu regardes leur tête, ils sont pas heureux. Lui, c'est l'indicateur numéro 1, quoi. Absolument. Tu sais, Clément Rosset, qui est un philosophe que j'aime beaucoup,
il a qualifié la joie de force majeure. Ah, ben ouais, ben ouais. Ben, moi, j'ai un autre philosophe que j'aime beaucoup, Yannick Noah. Ouais. Tu vas aimer. Yannick disait, et lui, j'avais lu ça dans son livre, puis je l'ai suivi, ça m'a suivi et je l'ai donné ça à tous les nageurs qui sont passés avec moi. Le bonheur ne suit pas la performance, il la précède. Et ça, je trouve que c'est super, Bien super sûr, essentiel. ouais. Magnifique. Vraiment. Mais là, on Vraiment, parle vraiment. d'humanisme, vraiment, hein, qu'on parle vraiment de joie, donc Bien ça sûr, c'est bien sûr. auto-centré. Et l'humanisme, si je ne me trompe pas, ça place l'individu au centre de l'univers et non pas la science. Et non pas Bien la sûr. science. Qui le On a- suit comme un outil si elle est pertinente, mais on Voilà. se trompe de paradigme très souvent en fait. Aussi Mais pour se bien sûr. rassurer socialement, parce que si on donne pas les fréquences et qu'il y a des observateurs dans les gradins, qu'est-ce qu'il fait cet entraîneur? Il connaît pas son métier. Mais On on est tous entretient, rattrapés par ça. bien sûr, on entretient une aliénation. Exactement, ouais. Alors, Alors, là où c'est très difficile dans dans ce dont je prétends parler, c'est que évidemment ça fait une rupture, mais à un moment donné, il faut choisir son camp. On ne peut pas être dans l'un ou dans l'autre. C'est difficile, hein, on dirait. Parce qu'on reparlera du rôle de l'entraîneur, il n'est plus du tout cette espèce de gourou qui possède un pouvoir et qui dit comment faire. Ça, c'est le pire. Un entraîneur, ça ne dit pas comment faire. Ça regarde l'autre faire et ça l'aide en le conseillant d'alternatives possibles par rapport à ce qu'il a vu, mais certainement pas lui dire comment il doit faire. Ça, c'est de l'imposture et c'est de la destruction de motricité. Quelqu'un qui vous fait ça, en fait, il vous détruit. Il ne vous enrichit pas. Vous en vous fait, rendez compte le chemin? il limite l'athlète dans son développement, en fait, en faisant ce genre de choses. Absolument. Il lui fait prendre une impasse. On ne peut pas, on ne peut pas adopter la motricité d'un autre et en plus lorsqu'elle est statistiquement élaborée. Vous imaginez ce que c'est? Imagine toi ta vie, si tu veux, on te balance un truc comme ça qui te nierait complètement et qui ferait que tu n'existerais plus avec ce que tu es. Mhm. Mais c'est un crime et je l'ai vu pratiquer de très nombreuses fois. J'ai vu des jeunes arriver à Roland-Garros, être de très très bons tennisman et être détruits en 3 ans. Et je ne vous donne pas les noms parce que je pourrais les donner. Ouais. Et c'est des témoignages catastrophiques de gens qui n'ont rien compris et auxquels on a dit maintenant que tu es avec nous, que tu es arrivé à Paris, on va t'apprendre comment jouer. Oublie tout ce que tu sais. Ouais, ouais. Bah, il y a plein d'exemples comme ça dans le sport, hein. Il y a plein d'athlètes qui changent de Voilà. structure et tout de suite, ils changent de structure, ils se retrouvent dans un autre environnement. C'est plus contrôlant. Ils mettent des années avant de retrouver le plaisir. En natation, on a eu Julien Sicot avant que ça soit Bien le sûr. défunt Guy Boissière qui le récupère à l'époque. En tennis, il y en a eu d'autres qui étaient des phénomènes qui changent. Il y a plein de gars qui sont Mais jamais arrivés. le sport français est un cimetière de cadets, hein. C'est-à-dire qu'on a Mhm. on a les meilleurs jeunes, on est souvent très très bon chez les jeunes, et puis dès que ça devient sérieux, il y a la machine technico-bureaucratique qui se met en route, et alors là, ça fait des cadavres. La Fédération de natation avait recruté pour les JO de Tokyo il y a 2 ans 40 potentiels de médailles. 40, il y a 3 ans exactement. Il en reste 2 qui nagent, et encore à un niveau médiocre. Pourquoi ces choses-là? Pourquoi ces choses-là? Alors, on ne parle jamais des gens qui arrêtent, des gens qui sont déçus. Mais quand on Mhm. écoute les athlètes qui sont en pôle, ils souffrent, ils ne sont pas heureux, ils ne s'éclatent pas et ils finissent par abandonner. Alors que on fait ça parce qu'on est heureux, on doit être heureux de le faire. Et il y a un moyen de nager heureux. Il faut écouter Catherine Plevinski, Pierre Andraka, faut écouter les grands anciens. L'eau était pour eux un véritable paradis. Alors pourquoi on rate plein de choses? Il faut un Mhm. jour qu'on se dise qu'est-ce que la performance humaine? Ah, mais écoute, Juste une remarque, vas-y, vas-y. pardon, excuse-moi, juste sur l'enseignement du geste forcé et imposé. C'est vrai que l'air de rien, quand on y pense, on a appris à personne à marcher en fait, hein. On l'a fait tout seul, hein, de toute manière, avec Et ce faire qu'on du était. vélo, et faire du vélo. Oui, exactement, ouais. Pareil, 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 Monsieur. pareil. Donc Et t'es- on va glisser tout doucement vers le rapport à la science parce que je trouve que c'est le bon moment pour le Oui, faire. mais il faut que je te dise quand même ce qu'est P2 par rapport à P1. Ah oui, oui, Exact, oui, 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 exact, oui, 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 oui. oui, excuse. Alors Parce le que P2. alors, P2, si tu veux, c'est la conceptualisation de la performance par des experts qui ne la produisent pas vraiment. Seul l'athlète produit P1. Si tu veux. P2, c'est les entraîneurs qui se font au fil du temps une conception de la natation et
on peut souhaiter qu'elle soit enrichie du maximum de choses, poésie, musique, etc., qu'ils enrichissent leur conception de la performance, et puis statistiques, lactate, tout ce que tu voudras pour se faire une idée. Mais c'est une idée conceptuelle, c'est une idée théorique. Et le grand problème, c'est que les gens élaborent ça et en font la vérité à enseigner. Alors que P2 ne doit pas être enseigné comme P2. C'est ça le grand secret. C'est que cette conception de la performance doit accompagner l'athlète et non pas le détruire. Ouais. Toi, tu as une conception de la perf P2. Moi, j'en ai une. Notre ami en a une aussi. Mais d'abord, on pourrait les échanger, ça serait super. Mais ça n'en ferait pas une performance P1 pour autant. Hein. Non. Ça n'en ferait qu'une chose assez sophistiquée au niveau de la conception, mais qui reste extrêmement prudente à vouloir se mêler de ce qui se passe en P1. Parce que ce qui se passe en P1, on peut être enrichi d'une culture par ce que les anciens ont trouvé avant nous, mais ce n'est pas pour autant qu'elle peut s'importer sans nuance dans la motricité d'un autre. Et il faut maintenir, à mon avis, un écart absolument net entre P1 et P2. Il faut conserver. Donc, tu vois que le statut de l'entraîneur change complètement, parce que l'entraîneur ne connaît pas P1, sophistique P2, et là, les experts, si tu veux, sont responsables, les médecins, les scientifiques sont responsables, ils sophistiquent un P2 complètement formel, et les entraîneurs ont dans la tête de reproduire ça, d'ailleurs, ils ne le reproduisent pas, parce que ça les emmerde au bout d'un certain temps, ils ont dans la tête de reproduire ça, donc ils doublent ratement, ils ratent doublement. Ils ratent P1 parce qu'ils ne le connaissent pas et ils imposent P2, ce qui ne sert à rien et qui dévie l'individu de l'aventure qu'il veut vivre. Mais ils ont la conscience tranquille. Socialement parlant. Et souvent, comme il est question de manger et d'avoir un métier, tout le monde est piégé par ça, enfin souvent. Absolument. Tu sais que c'est super dur. Hein. Quand je disais tout à l'heure, c'est assez violent de se remettre en question quand tu te rends compte que tu es P2 dominant et que le P1 de ton athlète n'existe pas, vraiment capable de se regarder dans un miroir et de se dire que et il y a ceux aussi qui pensent, qui laissent le P1 s'exprimer, alors qu'il ne s'exprime pas, comme on a entendu parler de ceux qui font de la technique. Tu regardes les nageurs. Absolument. Mais voilà, est-ce que ce que je vous dis là, si tu veux, correspond à quelque chose que vous sentez? Ah, grave. Oui, moi, personnellement, je le sens beaucoup. J'aurais tendance à vouloir le pousser à sa limite de viabilité. Si par exemple on regarde un chef d'orchestre qui dirige son orchestre, quand il parle au soliste principal, il y a beaucoup d'échanges, effectivement, mais des fois il ne s'adresse plus directement à un violoniste, il va lui donner un conseil droit et direct. Donc au bout d'un moment, il y a quand même une limite entre je ne m'adapte pas à ce que tu es, je t'impose parce que je sais pertinemment que le geste est bon. Je fais l'avocat du diable dans l'autre sens. Je pense qu'on dirait qu'il y a quand même un point où l'imposition de quelque chose, relative bien sûr, hein, a quand même un sens. On ne peut pas tout laisser partir tout le temps. Mais non, Thomas, il lui dit pas comment jouer, comment tenir son violon, il lui dit comment jouer. Tu as tout à fait raison et ta remarque est magnifique. Et c'est pas non plus, et tu as raison de le souligner, il faut mettre un bémol, c'est pas l'école de la rue qui va t'apprendre. Il y a beaucoup d'impasses quand on est dans l'école de la rue. Tu peux pas, quand tu mènes une aventure, tu peux prendre des impasses. Et ça fait perdre du temps, mais si on reste bien centré sur l'intention large qui est de nager vite, et si on est accompagné par quelqu'un qui n'est pas dogmatique et qui peut te dire à un moment donné, si tu fais ça de toute façon, tu peux continuer, hein, mais à mon avis, tu prends une impasse. Ok, je comprends. C'est-à-dire, on sait beaucoup mieux ce qu'il ne faut pas faire par la culture qu'indiquer ce que l'on doit faire. Ok, bien sûr. Et ce que l'on ne peut pas faire, j'en suis absolument convaincu, et la culture sert à ça. Si les anciens nous ont dit quelque chose, c'est de nous prévenir. Vous savez, ce qu'il y a sur la tombe de Spinoza, c'est l'épitaphe, c'est soyez prudents. C'est-à-dire que informez-vous, posez des questions, etc., pour ne pas prendre des impasses qui vous mèneraient, alors que vous croyez être parfaitement en accord avec vous-même, qui vous mèneraient dans des impasses catastrophiques. Donc c'est subtil, c'est un moment pédagogique subtil, mais à mon avis, il change quand même complètement de nature quand on valorise P1. Ben oui. Ça me paraît incontestable. Oui, l'aspect contrôlant de P2
ça me nuit, il disparaît. Et ça, c'est terrible pour beaucoup de coachs qui se veulent, comme tu disais tout à l'heure, gourous, responsables. Moi, je m'efforce depuis, je te dirais, une dizaine d'années maintenant à dire que c'est eux, c'est grâce à vous, c'est vous qui le faites. Good job, c'est vous qui venez, c'est vous qui nagez. Nous, on est des outils, on est des compléments. Absolument, Je veux vraiment absolument. renforcer ça chez eux parce que les premières fois que tu leur dis, c'est waouh, hein, c'est moi, oui, c'est toi. C'est toi qui te lèves le matin, c'est toi qui viens dans l'eau, c'est toi qui arrive à l'heure, c'est toi qui Tu vas sais, nager, même coup de moi, pas coup de bras, c'est pas moi qui vais les faire. Et c'est toi qui vas pousser l'envie de progresser et de faire les choix, les bons choix versus les mauvais choix. Ce qui m'amène à une discussion que j'ai eu avec Stéphane Leca cette semaine. Donc, Stéphane Leca, directeur technique de la natation eau libre en France. Et Stéphane, on parlait d'une expérience que j'ai eue la semaine dernière parce que malheureusement, on a période de Covid. Mes nageurs, je les coach un petit peu moins que d'habitude. Là, en ce moment, j'ai accès aux 15 ans et moins. Donc, j'ai récupéré les plus petits. Donc, je coach les plus jeunes. Et j'essaie de leur enseigner à nager négatif. On parlait de ça avec Steph. Et Steph me dit, mais en France, c'est une catastrophe. On a du mal à travailler ça. Ils n'y arrivent pas. Et je lui dis, peut-être que c'est parce qu'on ne les a pas laissés explorer avant. Peut-être que c'est parce qu'on ne les a pas invités à le faire. On leur a montré, mais on ne les a pas invités à jouer, à le faire ou à le découvrir en jouant. En plus, c'est le mal de l'école, hein, en Bon, général. un petit peu. Et ce que j'ai fait la semaine dernière, out of nowhere, parce qu'il y a des moments comme ça qui nous viennent, c'est des moments sublimes, comme j'appelle, que j'adore dans notre métier, où j'ai dit, bon, on va jouer au poisson-chat. Et là, je mets 2 nageurs en poisson, je mets les autres les chats, et à partir de telle distance, vous pouvez chasser. Mais jusqu'à telle distance, le contrôle, vous devez essayer de garder la distance. Après ça, on attrape les poissons. Je les ai jamais vus autant s'amuser. Ben ouais, c'est Mais bien génial sûr, ça. C'est fou. bien C'est fou. sûr. Vraiment, Mais vraiment, vraiment. pourquoi, quand on est sérieux, on dévitalise la vie? Si tu veux, la situation de compétition qu'on évoquait tout à l'heure, le problème que je vais résoudre, c'est tout simplement du jeu. Et le jeu, c'est la vie. Les théories de Darwin, tout ça, c'est l'évolution, c'est du jeu avec les éléments présents qui sont dans le potentiel de situation. Ça bifurque là, ça bifurque là, mais en tout cas, ça va construire quelque chose. Il faut laisser venir. Bien sûr. On dit souvent devenir adulte, c'est devenir sérieux. C'est terrible ça, parce qu'en fait, Voilà. quand on devient adulte, on cesse d'être enfant. Moi, j'ai toujours essayé, et plus je vieillis, plus je cultive mon côté enfant, en fait. Mais bien entendu, bien entendu. Mais l'idéal, c'est d'être un adulte enfant, quoi. C'est ça. Gardez en Parce, dessous de votre t-shirt parce que votre t-shirt de les super-héros enfants que vous peuvent allez nous dire. aussi. Mais en tout cas, il y a un caractère qui les réunit. Il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'adultes. Il y a un caractère qui nous réunit, c'est l'art d'exister, quoi. Et il faut qu'on se mette d'accord sur la condition humaine. Et les neuroscientifiques, les philosophes, les épistémologues, beaucoup de gens sont aujourd'hui d'accord pour dire que nous n'avons pas appris à vivre. Ouais. Et il est grand temps qu'on se demande ce que ça veut dire de vivre. Et vivre, on est malheureusement dans l'obligation d'être libre et de construire, parce que nous n'avons pas d'éléments dans le cerveau qui nous indiquent des comportements stéréotypés nous permettant de nous adapter directement. Nous sommes lancés dans le monde dans, dans l'angoisse. Si on n'avait pas une mère pour nous aider, si on n'avait pas une culture, si on n'avait pas notre propre réflexion, on serait perdu. Ça serait la barbarie. D'ailleurs, ça va peut-être le devenir. Mais, on va en parler un peu. mais nous avons l'obligation vitale de créer notre monde. Et le sport doit y participer. Écoute, c'est vraiment très, très juste. Alors, j'ai une question de Stéphane Leca. Et je pense que c'est une question qui va intéresser beaucoup de coachs parce qu'ils vont nous dire, les entraîneurs, ouais, mais là, oui, mais comment on fait? Et comment on fait chez les plus jeunes? Et comment on fait chez les plus… Bon, j'ai une question, Stéphane, qui peut t'intéresser. Alors, si entraîner et s'entraîner est aussi un acte d'invention, oui. Comment cette faculté à créer doit ou devrait être enseignée dans le processus de formation des entraîneurs? Déjà, en leur disant de ne pas être dans l'attente d'une vérité hétéronome, c'est-à-dire d'une vérité qui viendrait d'ailleurs. C'est-à-dire ils vont avoir l'obligation, en rencontrant des athlètes qui sont des singularités, ils vont être dans l'obligation de résoudre des problèmes singuliers qui vont être les leurs. Donc déjà, de ne pas être en soumission ni dans l'attente d'une vérité surplombante, mais en montrant l'intérêt d'une vérité en P2 qui enrichit leur propre expérience, et ça, on peut en parler à ce moment-là,
Mais tu vois, c'est en leur disant que de toute façon, la décision qu'ils vont prendre, ils vont l'inventer. Et qu'ils n'attendent pas une vérité qui viendrait d'ailleurs. Après, personnellement, je provoquerais des rencontres d'entraîneurs ayant déjà réussi ou ayant déjà un petit peu de bouteille, c'est-à-dire capables d'échanger sur une expérience concrète. Bon. Et puis après, il y a tout le rapport aux sciences possibles, c'est-à-dire faire de l'épistémologie, faire de la philosophie, faire de la physiologie. Moi, je suis très heureux de connaître le concept de volume maximal d'oxygène. Mais ça ne vient pas polluer ma croyance en fait qu'il n'y a pas de vérité scientifique, parce que j'ai appris, parce qu'on me l'a enseigné, un moment d'épistémologie, c'est-à-dire de réflexion sur ce qu'est la connaissance. Et la connaissance, ce n'est pas l'idée que je m'en fais depuis que je suis à l'école maternelle. La connaissance, c'est quelque chose que l'on doit à nouveau interroger, parce que j'en ai une vision peut-être pas très heureuse. Ok. Donc, après, moi, quand vous veniez en formation, on faisait de la physiologie. Oui. Mais, si tu veux, on en faisait comme l'occasion d'affiner un P2, mais je vous ai aussi parlé de P1. Je vous ai dit, attention, je ne sais pas si tu te souviens de tout ça, parce que c'est un peu compliqué, mais si tu veux, tout est compris quand on a compris qu'il faut affiner P1, bien comprendre la situation de compétition et se forger une culture énorme en P2. Et là, tout est possible. Si tu veux. La poésie de René Char, la poésie de Rimbaud, tout est possible pour comprendre P2, pour affiner P2. Mais en aucun cas, P2 ne me dira la singularité de celui qui va fabriquer un P1. Non. C'est sûr. Mais je saurais que déjà, si tu veux, il y a un philosophe qui a dit la joie, c'est la force majeure. Je sais ça en P2, si tu veux. Je l'ai appris. Je l'ai appris parce que j'ai fait un peu de philo, et il y a de la formation à faire, il n'y a pas de doute. Mais si j'ai appris que la joie, c'est la force majeure, je ne l'oublierai pas en P1. C'est-à-dire, ce n'est pas ma joie qui compte. Il faut que je regarde le visage de ceux qui nagent. Mm-hmm. Tu comprends? Mm-hmm. Et c'est des rapprochements comme ça, des rapprochements-éloignements entre P2 et P1 qui vont permettre d'être très performants en P1. Exactement. Parce que le grand problème, c'est que P1, nous n'y avons pas accès. Vous comprenez? C'est d'une très grande complexité, P1. Mais on peut réfléchir de façon universelle à P2. P2, c'est un universel, P1, c'est un singulier. Mais il faut donc réfléchir, dans l'ancienne formation, l'universel devenait surplombant et étouffait le singulier. Alors que non, l'universel doit être réinventé, et pour ça, il faut lire François Julien, Corinne Pelluchon, tous ces gens. Il faut parler d'universalisant et non pas d'universel. L'universel, c'est quelque chose qu'on fabrique entre experts pour essayer d'améliorer son P2, mais après, je suis très délicat à le faire vivre en P1. Okay. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi déjà à la base vivre le P2, étrangement, comme une sorte de P1 de l'esprit de l'entraîneur directement? Absolument. C'est pour ça que je dis que c'est une invention. C'est ça. Et on est en P1 quand on est ensemble entre entraîneurs. On fait un P1 ensemble. Oui. Ouais. On fait un P1 ensemble. Tu as tout à fait raison. Merci de cette remarque, parce qu'elle est fondamentale. De toute façon, nous n'échappons pas. Actuellement, on fait un P1 ici. On fait un P1. Mais bon, on a des P2 en nous. On essaie de se mettre d'accord, etc. Mais on essaie d'être suffisamment ouvert, suffisamment pour essayer de produire quelque chose qui s'appelle une performance. Voilà, tout simplement, on résout un problème. Donc, tout n'est qu'expérience, en fait. Hein. Absolument. À chaque fois, tu repars avec un autre athlète, tu changes de langage, tu changes Absolument. de blues, tu changes de mode. Souvenez-vous bien, je crois qu'il est très, très important de souligner que P1 est du singulier, P2 est de l'universel, avec le danger d'un universel qui vient perturber P1. Non, on doit être à la recherche d'un universalisant, c'est-à-dire de quelque chose qui nous met d'accord un moment et qui va continuer à s'affiner si on travaille. Mm-hmm. Ok, vous voyez bien Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai toujours commencé beaucoup de mes conférences avec ce petit livret-là que j'avais acheté à l'époque.
Je sais pas, je pense qu'il C'est n'existe plus c'est du les tout. C'est trois, un un abrégé de l'entraînement que tu avais écrit qui fait. mais c'est les trois premières pages sont les plus importantes. Exactement, exactement. Et je te dirais que ce que tu lis dans la deuxième page, j'ai commencé toutes mes conférences que j'ai faites avec ces phrases-là. Je t'ai cité à chaque fois. À C'est chaque fois, il me gentil. demandait, mais c'est qui ce Big Rail? Alors, la performance est l'œuvre du pratiquant. Elle lui appartient, il en est responsable. Entraîner, s'entraîner est un acte d'invention. La solution proposée par cet acte est toujours singulière. Donc, on vient d'en parler. Cette solution est d'autant plus singulière que le niveau de pratique est élevé. Pour moi, il y a tout là. Tu n'as pas Bien sûr, besoin d'aller chercher. Voilà. absolument, Voilà. absolument. Donc, Mais si par contre, vous voulez, on ne trouve plus. non, non, mais par contre, si tu veux, il faut pas abandonner sous prétexte qu'il y a une vie d'artiste de la part de l'athlète, il faut pas abandonner l'idée d'une culture qu'on peut lui apporter, si tu veux, qui est fondamentale à ce qu'il se découvre comme artiste. Ouais. Donc, si tu veux, le rôle de l'entraîneur a changé. Il doit susciter, il doit augmenter, il doit prolonger, il doit proposer, il doit suggérer. Mais l'aventure, elle se fait sur le mec qui apprend à faire du vélo. Hein. Ouais, ouais, C'est ouais. comme un metteur en scène au cinéma, en fait, un petit peu. Absolument. L'acteur, au bout d'un moment, il sait très bien que s'il a choisi cet acteur, c'est qu'il sait que le produit de sa singularité va faire mouche, mais il ne sait pas encore exactement comment. Exactement, exactement, C'est exactement. un petit peu ça. Donc là, on va glisser un petit peu vers le rapport scientifique, la science la science versus le P1. Je trouve qu'on rentre dans une natation et moi, je me suis senti, je vais le dire, j'ai aucun problème, j'assume ça aujourd'hui, bon, heureusement, mais étant jeune, je n'étais pas fan de science, fan de lecture, c'était un peu du chinois pour moi. Donc, et je me sentais un petit peu, surtout en France, très, comment dire, réduit. On est très réducteur. C'est-à-dire, tu es entouré de gens qui utilisent des grands mots, qui ont des PhD, qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans de physio, qui te parlent de choses, tu comprends rien. Donc, du coup, tu te retrouves quasiment à douter ou à oser aller dans ton chemin. Et c'est en tombant dans ta formation et en expliquant, et ça, je l'ai répété, répété, que moi, vraiment, moi, tu m'as choqué. C'est-à-dire que j'arrive dans ta formation, une des premières, toi, c'était un cours de physio, et tu nous as dit, oubliez tout ce que vous avez appris pour l'espace de la formation, là. Vous avez appris que vous avez 3 filières énergétiques. Moi, je vais vous dire une chose, il n'y en a qu'une. Elle a des défauts et elle a des qualités. Et là, tu as fait un cours de physio, j'ai tout compris. Avant ça, je ne comprenais rien. Je ne voulais pas que ça rentre dans mon cerveau, tellement c'était devenu du bon sens, en fait. L'approche, en fait, le fonctionnement aérobie dans sa vitesse va t'amener à t'adapter plus ou moins à certaines situations. Et ça, je pense que c'est un des gros torts qu'on a dans notre natation. C'est qu'il y a beaucoup de scientifiques qui rentrent dans la tête de ceux qui n'ont pas accès à cette science-là. Et ceux qui n'ont pas accès à cette science se trouvent des fois un petit peu… Mais tu leur fais un beau cadeau parce qu'il y a beaucoup d'impostures finalement. Ouais. Parce que si c'était des vrais grands, si tu veux, ils feraient un travail épistémologique en vous prémunissant à l'avance des dangers que vous auriez à utiliser de façon déterministe les savoirs qu'ils produisent. Car ça ne se passe pas comme ça. Car quand on produit un savoir scientifique, on isole, on coupe de la réalité pour pouvoir faire l'observation et on prétend après, si tu veux, mettre ça dans le réel sans difficulté et sans dommage. Non, il faut maintenir un écart entre ce que tu apprends et et la façon dont tu vas accompagner l'autre. C'est fondamental. Et éventuellement ne pas évoquer certains aspects physiologiques si c'est pas prioritaire. Si ça vient, mais le grand problème, c'est que il y a beaucoup d'impostures, il y a beaucoup de jeunes thésards. Les gens viennent, si tu veux, dans notre milieu sans prudence, et puis nous colonisent. Il est temps qu'on grandisse. Il est temps qu'on grandisse. Et pour grandir, il faut faire de l'épistémologie, c'est-à-dire se dire, ce savoir-là, d'où vient-il? Comment a-t-il été fabriqué? Dans quelles circonstances? Ce lactate, quel est véritablement ce qu'il veut dire? Etc. Et à ce moment-là, on s'apercevra qu'au bout du voyage, il y a le respect nécessaire de la complexité, avant tout. Donc tu veux Vas-y, Thomas. Pardon, j'essaie de penser comme ça. Est-ce que la culture de l'esprit de synthèse n'est pas nocive en général? Parce que
il y a des tas de choses qui ont été investiguées par la science, les sciences de l'humain, les sciences exactes. Au bout d'un moment, un entraîneur, il se dit, bon, si je fais la synthèse de tout ça, et la synthèse, c'est le début de l'amalgame. Ça le peut, mais si tu veux, chez nous, il y a une folie de la description. Imagine que tu te serves d'un magnétoscope et que on t'embête à te parler de l'électronique du magnétoscope alors que toi, tu veux regarder un film. Si tu veux, on confond le fonctionnement de la machine avec l'utilité de la machine. Bon. Si on n'est pas clair sur ce qu'on poursuit, moi, pourquoi prenons l'exemple des métabolismes là. Si tu décris les métabolismes, il y en a 3. Mais si tu étudies la fonction du vivant en tant qu'organisme aérobie, d'abord, tu sais qu'il n'y en a qu'un, ouais. Et que s'il y en a d'autres, ils viennent en compensation de celui qui est tout seul. Mais ça, c'est éclairant, tu comprends? Il ne s'agit pas de… Moi, je ne vois pas… On peut toujours faire des synthèses, c'est sûr. Moi, je pense qu'il faut regarder le fonctionnement des choses. Et quand on regarde la physiologie, c'est la science du fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'on la décrit? On ne comprend pas l'organisme en le décrivant. On le comprend parce qu'il veut survivre. Et il apprend avec son cerveau d'une certaine façon. Il a une fonction aérobie qui, à ce moment-là, a un certain nombre de caractéristiques parce qu'il est fondamentalement aérobie. Et puis, quand il est en danger, il est en anaérobie. Mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Tu vois. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question sur la synthèse, mais quand elle n'est pas ça, les synthèses qui sont l'amalgame, tu as complètement raison. En fait, il faut repartir. Moi, je vous dirais, et je reste passionné par ça, je continue à écrire là-dessus, parce que ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, tu l'as dit au début, de comprendre, en fait, j'ai qu'une seule question, qu'est-ce que c'est que l'excellence, quoi? Qu'est-ce que c'est que bien vivre? Et comment je fonctionne pour bien vivre? Et je vois autour de moi des barbaries épouvantables. Et des gens alors qu'on pourrait très facilement se mettre d'accord sur la joie, sur la singularité, sur l'aventure personnelle, sur le respect du goût individuel. On pourrait très vite se mettre d'accord. Et en même temps, savoir que si ta mère te met en garde contre quelque chose, il faut quand même l'écouter. Mais ça ne t'empêche pas de tenter l'aventure. Et en plus, le P1, François, te donne quand même beaucoup, beaucoup dans ses réflexions d'informations qu'on n'entend pas souvent. Il te les donne. Il te les donne. Exactement. Il te fait des cadeaux à tous les jours et on ne les écoute pas. On ne veut pas les entendre. On est sûr par moment qu'ils disent la même chose, mais ils ne disent pas la même chose. Et tu vois la double perte. Non seulement tu n'écoutes pas ça, qui est du vif argent dont tu as besoin pour entraîner, et tu balances un truc, si tu veux, qui vient à contre-courant de la dynamique qui est en train d'être vécue. C'est-à-dire, c'est doublement criminel. Ah, c'est sûr que moi j'aime les mots violents comme ça. J'aime les mots violents comme ça, François. François, on parlait tout à l'heure en off un petit peu de Fabrice Pellerin. Fabrice, si tu nous écoutes, tu vas te régaler parce que je t'en ai volé une petite. Alors ça a donné comme ça, hein, il a posté ça sur Instagram cette semaine, puis j'ai une bonne question que lui a postée et je pense que je vais être très content d'entendre ta réponse, François. Connaissez-vous la différence entre s'entraîner à performer et performer à s'entraîner? En tout cas, je connais beaucoup de gens qui performent à s'entraîner, mais qui ne s'entraînent pas pour performer. Hein, j'en connais plein. Ça, c'est… Et tout ça par négligence ou par méconnaissance de ce que j'appelle l'intention large de la pratique, c'est-à-dire nager vite. Ok. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est nager vite. Et je vais même te dire un truc. Dans la théorie darwinienne, si tu veux, à un moment donné, dans un milieu particulier, tous les possibles sont possibles. Mais certains ne sont plus possibles parce que la contingence fait qu'il n'y en a que 2 ou 3 qui vont pouvoir rester sur l'ensemble des possibles qu'il y avait. Mais ces 2 ou 3, c'est la diversité. Et c'est à respecter, c'est-à-dire que tu vas avoir des athlètes qui ne vont pas du tout faire comme les autres et nager vite. Mais ça, c'est à respecter plus que tout, c'est du cristal, ça. C'est-à-dire qu'il faut admettre que les gens vont nager vite différemment. Parce que tu auras permis une aventure personnelle
où l'individu aura construit des briques progressives qui seront les siennes et qui lui permettront l'avènement d'un style. Et ce style, si tu veux, le définira à jamais dans son art de nager. Et que prétendre qu'au bout du voyage, ils nageront tous pareil, c'est une barbarie. La modélisation est terrible pour ça aussi, l'analyse quantitative. Quand quelqu'un vient de gagner, on l'étudie de fond en comble pour essayer de deviner le prochain. Mais non, le prochain va encore nous surprendre comme il vient de le faire lui, et etc. Voilà. Parce que l'analyse quantitative, c'est toujours ce qui rassure l'intellect. Voilà. Et c'est terrible, ça fait des ravages, parce que ça nous coupe de la singularité. La modélisation telle que tu l'as dit, telle que tu l'as donnée, tu peux t'appuyer sur certains points, mais tu ne peux pas imiter les moyens pour lesquels ils arrivent. Mettons, si tu modélises, mettons le top 8 au monde à 15 mètres, dans les virages, à 25, tu vas retrouver une moyenne qui peut être intéressante. Et c'est vrai que cette moyenne-là peut te donner quelques indicateurs, mais tu ne vas pas diriger l'athlète comme les autres pour réussir à être dans cette zone-là. C'est à toi d'y aller, quoi. Ce que vous dites là, c'est le pire crime qu'on commet, si tu veux. Dans le livre que j'ai écrit, Les Trois Univers, je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui, moi je l'ai. Oui. Est-ce qu'on peut trouver ce livre quelque part? Oui, on peut le trouver quelque part. Je t'enverrai le lien de l'association qui le vend. Qui le vend 10 € plus le frais d'envoi. Ok, je le mettrai en description. Je ne touche rien là-dessus. Super. Merci beaucoup. Donc c'est vrai. J'ai évoqué ça pour te dire que dans ce livre, il y a un chapitre que je consacre et que j'appelle la grande erreur. Et ce livre n'existe que pour, si tu veux, mettre au jour cette grande erreur. Cette grande erreur, c'est le deuxième univers contre le troisième, c'est-à-dire la volonté surplombante d'une natation définitive qui vient indiquer comment il faut faire, ou une natation qui est fabriquée par l'athlète lui-même, car il est le seul au monde à pouvoir le nager comme il va nager. Et si on les compare vraiment, il y a un univers d'écart entre les deux façons de très bien nager. C'est-à-dire que la diversité est une garantie, alors que tout le système veut la conformité. Car il y aura un prix à payer à la diversité, il faudra que l'entraîneur soit capable de supporter le non-conforme. Car P1 t'oblige à supporter le non-conforme. Ouais, non, exactement. Mais en fait, si je résume, vraiment simplement, tu viens dans mon club, tu viens garder mes nageurs. S'ils nagent tous bien de façon différente, j'ai réussi ma mission. S'ils nagent tous de la même façon, ou tapent tous leur coup droit ou leur revers de la même façon, il y a un petit souci. Tu sais, genre, je me plais à dire cette phrase-là depuis quelques années, puis je ne sais pas où ça m'est sorti, encore un moment de sublime qui tombe quand tu coaches. Je leur demande toujours aux athlètes, quand on parle de technique ou je parle de drill, je leur donne un indicatif, mais je leur demande leur A+. Je ne leur demande pas mon A+. Mon A+, il est ailleurs. Ton A+, et je pense que ça leur parle vachement mieux que quand c'est moi qui impose. C'est-à-dire que donne-moi ton A+, et puis dis-moi pourquoi tu te mets A+. Et on va partir de là. Tu vois, je pense que c'est la réflexion qui est intéressante. Ça sera le plus dur à faire advenir. Ça sera, si tu veux, que l'entraîneur admette qu'on puisse nager de façon non conforme et aller très vite. Et d'ailleurs, les athlètes nous le montrent, car personne ne nage pareil qu'un autre. Non. Mais on garde le fantasme, si tu veux, que s'ils étaient bien, ils nageraient tous pareil. Mais c'est qu'ils ne sont pas encore assez bien, tu comprends? Pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure sur Darwin, il n'y a pas dans la nature de fédération pour garantir l'évolution dans le monde animal. Pourtant, toutes les espèces animales sont des miracles de l'évolution par leur singularité. Mais il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de bureaucratie qui impose quoi que ce soit à aucune ADN nulle part. Voilà, exactement. Et ce qui advient, c'est de l'inattendu. Mais par contre, si tu veux, adapté, enfin, qui convient à la situation de compétition. Je prenais, dans votre milieu, j'ai 100 fois pris cet exemple, mais si tu veux, je le répète, parce que j'ai dû vous en parler d'ailleurs, il y a longtemps, tu as peut-être oublié. Il y a dans votre milieu une nageuse qui s'appelait Cathy Evans ou quelque chose comme ça, non? Janet Evans, qui était hors norme. Ah oui, Janet Evans, oui. Janet Evans. Ouais. Et un jour, championne olympique. Voilà, un jour, je faisais une formation de CTR au Crèves de Toulouse et il y avait le CTR de natation. Et je prends l'exemple de cette Janet Evans. Ouais.
Et il me dit, je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, je ne me souviens plus exactement, tu vois, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas évoqué cette anecdote. Et il me dit, elle est championne du monde, mais elle ne sait pas nager. Ce qui suppose que quand elle saura, tu comprends, elle sera encore bien meilleure. Et c'est un CTR qui m'a dit ça. Tu comprends? Alors que P1, elle était au sommet de son art. Quand on a compris ça, si tu veux, moi, j'ai rien d'autre chose à dire. Il faut qu'on le partage maintenant, c'est tout. L'essentiel est là. La grande ambiguïté, c'est que le pouvoir de l'entraîneur vient s'immiscer dans l'aventure. Et à ce moment-là, il faut qu'il ait compris un certain nombre d'enjeux. Et notamment qu'il est responsable du respect de P1 et d'une énorme culture en P2. À s'ouvrir à ses collègues, à s'ouvrir à des choses qui n'ont rien à voir, à Darwin, aux théories de l'évolution, à Piaget. P2, c'est sans fin pour essayer d'approcher P1. Mais on ne l'approchera jamais puisque c'est du conceptuel, c'est de l'idéologique, alors que P1, c'est une pratique. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, je voulais aborder à toi un sujet qui me passionne beaucoup. J'ai eu beaucoup de discussions là-dessus. Et toi, tu rejoins, on se rejoint beaucoup là-dessus. Puis je me défends beaucoup avec tes écrits ou tes paroles, ou tes paroles souvent. C'est de parler un petit peu de la notion de talent ou de don. Et moi, je ne crois pas à l'inné, un petit peu comme toi, François. Je crois vachement plus à l'influence de l'environnement et des choses que ne peut pas vraiment quantifier, qui viennent. Et c'est ça qui dérange le monde, c'est-à-dire que moins c'est quantifiable, moins c'est juste, et plus on doit essayer comme on disait tout à l'heure, essayer de trouver un moyen de le décrire. Mais comme on peut pas, Et comme on ne peut pas, on a le sentiment que c'est les faits qui nous l'ont donné, quoi. Et voilà, exactement. Et il y a les expressions que tu as utilisées souvent dans beaucoup de tes livres. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'on remet beaucoup de choses au talent. Et je reviens encore à Fabrice. Je lisais un article de Fabrice Pellerin sur Yannick Agnel il y a très très longtemps. Et il disait que les gens ne se rendaient pas compte à quel point faire nager Yannick comme il nage aujourd'hui, ça avait été vraiment un très, très, très long cheminement. C'est-à-dire que toi, tu vois le mec devenir champion olympique au 200 livres, qui est une course magnifique et hors norme. C'était un chef-d'œuvre, c'est une super belle course à regarder. Et tu te dis, waouh, quel talent. Et je trouve ça très vulgaire, entre guillemets, de réduire ça au talent, dans le sens où le mec, quand il a commencé à nager, je peux te dire que ça ressemblait vraiment pas du tout à ça. Et une de mes missions, moi, et ça, je fais un clin d'œil à Andrea et à sa maman, Dominique, à l'époque, je disais, une de mes nageuses, Andrea, je disais à Dominique, moi, mon objectif, c'est qu'on puisse regarder un nageur ou une nageuse et qu'on puisse dire, waouh, quel talent. Alors que tu le disais pas, tu le disais pas avant. Ça veut dire qu'il y a quand même un bon travail qui a été fait de la part de l'athlète et un bon accompagnement du P2. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça, François? Si tu veux, la plupart des gens qui parlent du talent ne savent pas de quoi ils parlent, parce qu'ils parlent de quelque chose qui reste une inconnue pour eux, donc ils l'appellent le talent. Mais si tu veux, les grands travailleurs savent que le talent n'existe pas, que c'est du boulot. Brel disait le talent, c'est de bosser, hein, avant tout. Et Mauvaise nouvelle alors. Il va falloir travailler. Non, mais ce qu'il faut découvrir, c'est que ce dont on parlait dans la situation de compétition, c'est la plus belle dimension du travail. C'est-à-dire, c'est ce jeu. Quand le travail est un jeu, la vie se passe pas trop mal, hein. Alors, pour ce qui est du talent, il suffit de. Moi, j'ai eu la chance de devoir enseigner le système nerveux à mes élèves, et j'ai refusé de le faire d'un point de vue anatomique très très vite parce que ça m'a ennuyé et que j'aurais pu me limiter à décrire le tubercule quadrijumeau antérieur et puis le cortex préfrontal. Mais quand on étudie le cerveau avec des chercheurs actuels qui en ont vu la fonction et non pas sa description, comme Atlan, Morin, et puis des grands savants, on s'aperçoit que dans le cerveau, il n'y a rien. Dans ce qui fait le cerveau de l'homme, c'est-à-dire dans le cortex, il n'y a aucune élaboration initiale et que le gène du piano n'existe pas. Ce qu'il y a, c'est un grand vide.
Et donc, notre responsabilité est d'autant plus grande. Qu'est-ce qu'on fait de ce vide? Et si on laisse le vide vide, ou si on remplit mal ce vide, il va y avoir du dégât. C'est-à-dire que tout l'enjeu, il y aurait même des choses qui nous échapperaient, c'est pas grave, parce que la part de ce qu'on apporte est absolument fondamentale. Et si on apporte en aliénant, on n'apporte pas en libérant. Hein. Faut bien savoir. Si on apporte en aliénant, on n'apporte pas en libérant. J'aime bien aussi celle-là. Puis dans ton livre, je t'avais piqué une phrase qui vient pas mal. Je suis en train de la rechercher. Tu vois, je suis en train de la rechercher parce que je l'ai partagée avec tellement. Je couperai après au montage, mais il faut absolument que je la relise. Et pour moi, c'est l'essence même de ce que devrait être un petit peu la vision du talent. On parle d'Helvétius. Ça te dit quelque chose? Bon, voilà. Bien sûr. Alors, je reviens à tes écrits. Donc, comme je disais tout à l'heure, et moi, j'adore, c'est une phrase qui me suit souvent. Et puis, Helvétius, j'ai été regarder un petit peu. Donc, dans ton livre sur la performance, dans tes 3 univers de performance, je pense que c'est ce livre-là. Tu cites Helvétius et tu dis qu'au XVe siècle, il écrivait déjà « Le génie est commun et les circonstances propres à le développer, très rares. » Et je pense que c'est la chose la plus juste qu'on ne peut pas dire, quoi, en fait, là-dessus. Ça résume ce qu'on a essayé de se dire depuis un moment. Ça résume et puis, on a des traditions intellectuelles qui sont assez pénibles à supporter quand on a un petit peu compris le mécanisme. C'est cette séparation entre le sujet et l'objet, si tu veux. L'athlète, on le mesure, on l'étudie comme sujet, puis après on le met dans l'eau. Si tu veux. Alors qu'un sujet, c'est un système ouvert qui a besoin de l'eau pour devenir sujet. Donc, il n'y a pas de sujet et d'objet. Il n'y a que des individus qui ont investi des espaces et qui les ont construits à leur mesure. Donc, tant qu'on restera dans une politique d'évaluation, par exemple, sur la notion de sujet, et qu'on mesurera ou on se trompera complètement de paradigme. Tu vois, sur des choses aussi simples que ça. Nature-culture, pareil, singulier, universel, c'est des grands problèmes philosophiques qu'il faut absolument maîtriser quand on est BE2. Parce que sinon, on passe de l'étude de la mitochondrie en BE1 au fait qu'elle ait 3 couches en BE2, au fait qu'elle ait 6 couches en BE3, ça n'a aucun sens. On n'est plus dans l'entraînement, là. Vous comprenez, en BE2, on réfléchit ce qu'on fait en BE1, c'est-à-dire on fait de la philo, et on approfondit un petit peu ce qu'on sait, on distingue P1 de P2, on affine son P2, on devient respectueux de ce qui se passe en P1, et puis on l'enseigne à ses corélégionnaires, c'est-à-dire aux autres entraîneurs. On est formateur de formateurs. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal avec certaines formations à l'époque. Et puis, essayer de pondre des devoirs tels qu'ils le voulaient, en fait. Parce que c'est ça, en fait. Tu te dis, à un moment donné, tu as compris, tu n'essaies pas de te prendre la tête, malheureusement. Tu dis, OK, je veux mon diplôme, je vais leur écrire ce qu'ils veulent entendre, on va faire un truc en boîte, puis voilà. Et terminé, quoi. Enfin, bon, Et la grande chance que vous avez eue et que Claude a désiré, c'est de vous faire cette formation où on n'était tenu par aucune évaluation. Ouais. C'est-à-dire il y avait du contrôle continu qui nous permettait de vous tenir des discours qui peuvent paraître à certains complètement particuliers, quoi. Vraiment. Mais s'il n'y a pas d'évaluation, on n'impose pas de normes à la réponse. Donc, on est libre de répondre ce qu'on veut. Sinon, c'est le réflexe de la survie. On se réfugie vers la norme. Exact. Et c'est pareil pour tout. Exactement. Exact. Parfait, François, je vais juste sortir un petit peu du sport, quelques minutes, dans le contexte dans lequel on vit en ce moment, dans le contexte de Covid, des vaccins, il n'y a pas de vaccins, il y a des informations qui arrivent un petit peu de partout. Toi, de toute ton expérience là, comment est-ce que tu regardes et comment est-ce que tu vis ce qui se passe là? Parce que c'est quand même phénoménal. Hein. C'est quand même phénoménal ce qui se passe en ce moment à tous les niveaux. On peut complètement utiliser ce qu'on s'est dit ensemble depuis un moment. C'est-à-dire, on ne vous invite pas à une décision personnelle éclairée. On ne vous invite pas à comprendre ce qu'est vraiment un vaccin. Nous sommes tous les enfants du vaccin. Je suis vacciné. Parce qu'on est vacciné tout simplement parce que c'est pratiquement une loi de la nature si on veut un peu se protéger de se faire vacciner. Et puis après qu'on puisse choisir entre certains vaccins, les scientifiques sont assez sérieux pour sortir des vaccins qui ont une certaine qualité.
Donc, j'ai eu absolument aucune peur. Par contre, j'ai écouté le discours des experts qui sont dans des P2, qui sont des impostures totales. Et ils se feraient la guerre. Alors qu'en fait, il faut qu'ils comprennent que chacun, de son point de vue, émet un certain nombre de données, qu'il faut les partager, qu'il faut se mettre d'accord, mais on n'est pas habitué, à cette humilité, à cette tranquillité, à ce recul, à cette nuance, à tout un tas de choses qui font l'humain quand il doit conceptualiser. Lorsque l'humain conceptualise, c'est souvent un bourrin, malheureusement. Alors que la conceptualisation, c'est la plus belle des choses pour essayer d'approcher l'énigme du vivant. Car nous sommes tous des énigmes les uns pour les autres, comme le disait Lévinas. Nous sommes tous des énigmes. On a un problème très, très sérieux à résoudre en essayant de le comprendre, et on se fait la guerre sur des positions qui ne résoudront pas le problème, parce que le problème, c'est moi qui le résoudrai, c'est mon aventure. Et je choisirai. Dans la maison de retraite de ma mère, il y a une vieille femme. Tous ont décidé de se faire vacciner. Et il y a une vieille femme qui a dit non, non, moi je ne veux pas. Ah bon, on lui a dit, le médecin qui était là lui a dit ah bon. Elle dit oui, parce que quand je me lève, j'ai mal à l'épaule et vous allez me faire une piqûre dans l'épaule. Et ça, je ne veux pas, j'ai déjà assez mal à l'épaule. Tu vois, j'ai peur qu'on en soit là. Alors qu'en fait, on peut piquer dans la fesse avec un peu de culture, le médecin peut dire des choses, on peut dédramatiser, Non, mais la plupart des gens sont comme ça, si tu veux. Il y a cette espèce d'aveuglement en étant confronté à un problème vis-à-vis duquel tu n'as aucune liberté, parce que tu n'es pas cultivé. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est vraiment on revient à P2 et P1, c'est pareil. Moi, je suis dans la partie où j'ai tellement, il y a tellement de choses qui sortent, qui arrivent, j'en lis tellement de tous les côtés là-dessus que je veux en savoir plus et que j'ai l'impression que c'est sans fin. Mais c'est pas non plus, si tu veux, l'accumulation ne garantit pas la compréhension. Ouais. Non. Moi, personnellement, ce que j'ai appris quelque chose sur moi-même, ou mieux approfondi, c'est que j'ai changé ma position viscérale par rapport à toutes ces peurs. Elle a changé plusieurs fois. Ouais. Elle a changé plusieurs fois. Et je me dis, mais les arguments valables avant et à mes yeux pas valables avant étaient tous aussi solides que ceux d'aujourd'hui. Pourtant, ma position a changé et elle changera peut-être encore demain. Parce qu'on est dans un flux absolument étourdissant d'informations, de désinformation. On n'a pas les outils parce qu'on n'est pas expert. On est juste réceptacle de peur et d'enjeux. Et puis, on a l'impression de perdre le contrôle parce qu'on a l'impression de ne pas l'avoir. Et j'ai pris conscience de ça. Alors, je me calme un peu par rapport à tout ça parce que je suis quand même relativement impuissant sur toutes ces choses-là, quoi. Oui, non, mais tu as quand même je ne sais pas si à l'école on t'a enseigné les choses d'une certaine façon, mais on t'a peut-être enseigné de la quantité, mais on t'a sans doute enseigné de la qualité aussi. Bien sûr. Voilà, donc si tu veux, moi je crois qu'il y a moyen de se débrouiller. En tout cas, la culture n'est jamais assez suffisante pour prendre des décisions aussi difficiles, mais je crois qu'assez vite on pourrait se mettre d'accord sur la condition humaine pour mieux entraîner, tu vois, ou pour mieux prendre des décisions pour soi-même, comme ça. C'est clair. Déjà de savoir que tu n'es pas un sujet, si tu veux, dont le but est la domination de la nature, mais que tu es un sujet transversal avec elle et qu'il faut composer avec elle, et que les lois de la composition sont des lois qu'il faut réfléchir, eh bien, c'est déjà mieux comprendre la vaccination, c'est déjà mieux comprendre. Mm-hmm. Expliquer comme ça, François, j'ai un peu plus de facilité à aller vers le vaccin dans ma tête, ce qui n'est pas toujours gagné. Mais tu vois, tu as marqué quelques points ce matin. Mais si tu veux, qu'est-ce que je suis? Je fais une intervention avec vous là. Mm-hmm. J'ai très souvent dans les interventions que j'ai fait comparer ce que fait un entraîneur au principe de vaccination. Ok. Et qu'est-ce que je fais sinon vacciner quelqu'un là? En m'adressant à vous, je partage avec vous quelque chose que j'ai un peu élaboré, si tu veux, et qui est un corps étranger pour vous. Mm-hmm. Mais c'est toi qui m'as interpellé là-dessus. Ouais. C'est toi qui veux savoir. Donc, c'est toi qui veux te vacciner à quelque chose que tu ne connaissais pas. Mm-hmm. Parce que tu as peur d'entraîner, parce que tu as peur de faire des choses, de te tromper, etc. Donc, tu viens tout simplement d'introduire un corps hétéronome dans ta tête pour tout simplement te dire qu'est-ce que je fais de ça et est-ce que je vais réagir ou est-ce que je vais en mourir.
j'espère que ça va. Je dis ça pour filer la métaphore. Vous Mhm. avez compris depuis longtemps. Ouais. Puis, si vous posiez la question, c'est que vous aviez compris le truc. Mais tout ça pour te dire que nous sommes des vaccins les uns pour les autres. Et que s'il n'y avait pas le principe du vaccin, si tu veux, on serait chacun comme dit Castoriadis, dans la clôture du sens. Et la clôture du sens pour un individu, c'est la mort. Ah, c'est clair, c'est clair. Et on veut pas mourir. Et on ne veut pas mourir puisqu'il faut On veut vivre. pas mourir. Et que c'est super de vivre. François, on s'en va tout doucement vers la fin. Je ne sais pas si Thomas, tu avais une question que tu voulais lui envoyer. Moi, j'en ai une pour toi qui est assez classique. Je finis à peu près toutes mes émissions avec ça. Tu sais, avant de finir, je vais commencer en disant tout à l'heure, tu vois, j'ai eu beaucoup d'athlètes, j'ai reçu dans tous les sports, que ce soit du base jumping, que ce soit des nageurs, que ce soit des volleyeurs, des joueurs de foot, des alpinistes, on a eu tous les sports. Tu as toujours ça qui revient. La dernière en date, c'est la championne du monde du 100 papillons et Axel Raymond, que tu connais un petit peu, double champion du 25 km. Et eux te disent tous que dans leur discours, c'est eux qui ont. En français, en anglais, on dit they took ownership. Tu prends propriété de ton aventure. C'est-à-dire que eux ont été sont entièrement responsabilisés. Et j'ai envie quasiment les entraîneurs qui accompagnent ces athlètes-là parce que c'est du bonbon, c'est du bonbon à coacher, quoi. Vraiment, Comme vraiment. comme par hasard, ce sont des disciplines un peu marginales, tu vois. Elles se sont offertes un petit peu de supporter ce type de discours. Mais dans la natation classique en club, si tu veux, ce sont presque des discours insupportables. Ouais. Et c'est ça qui permet peut-être le développement de ces nageurs en eau libre. Ça, je disais à Axel, le fait de. C'est un environnement qui est complètement différent. Les temps que vous passez dans l'eau aussi sont différents. Donc, c'est sûr que les questionnements que vous amenez sont à l'opposé de ce qu'on peut s'amener d'habitude. Alors, François, une petite fin optimiste, j'espère. Si tu devais envoyer un petit message là, pour finir à nos jeunes entraîneurs, aux entraîneurs qui ont des paradigmes peut-être plus scientifiques, qui ont peur d'aller s'ouvrir vers quelque chose d'un peu plus humain, quelque chose de moins contrôlable pour eux. Est-ce que tu aurais un petit message à envoyer pour ces entraîneurs-là ou ces futurs entraîneurs? Ben, j'espère que je ne les ai pas d'abord accablés par ce qu'ils vont écouter de ton discours, mais Nous, on s'est régalé, François. tu sais, il y a un vieux biologiste j'ai commencé avec lui, c'est lui qui m'a donné le courage de ne pas être dans le descriptif, mais dans le fonctionnel. Ce vieux biologiste s'appelle Jean Rostand. Ok. Et il y a un jeune qui vient le voir et qui lui pose une question en disant qu'est-ce que vous pensez de telle chose? Et il lui a répondu, monsieur, réfléchissez 40 ans à ce problème et revenez me voir. Ça veut dire que c'est jamais fini, mais que le problème de l'humain en situation mérite une investigation qui va être merveilleuse. Parce que si tu le problème comme ça, ils vont pas s'embêter à entraîner. Ça va être merveilleux. Parce qu'ils vont être au cœur, participant à un processus et à une aventure, si tu veux, dont ils vont pouvoir d'ailleurs très facilement s'écarter en ayant fait leur boulot magnifiquement. Parce qu'ils auront donné de la singularité et du style aux gens auxquels ils se sont adressés. Donc, personne ne sait mieux que personne. Réfléchissez 40 ans à ce problème et revenez me voir. C'est-à-dire qu'il faut bosser. Mais il faut s'enthousiasmer. Parce que l'aventure est belle pour celui qui va la vivre. Hein. Et du même coup pour soi, parce qu'on fait du pain à nous-mêmes. Ouais. En essayant de nous affiner. On continue à se développer en avançant un petit peu comme ça c'est sûr. François, vraiment un gros merci. On s'est régalé. Oui. J'ai peur d'avoir été trop allusif. Non. Mais tu sais quoi, au pire, on en fera une autre et puis on choisira des thèmes encore plus précis. En tout cas, on n'est pas obligé de passer par ce canal un peu formel, si tu veux, pour se poser des questions et pour passer des moments. C'est pas Non.
Non, 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 ça c'est sûr, ça c'est sûr. On peut se retrouver dans d'autres moments et puis discuter. L'idée de l'émission, c'est de partager et mon idée personnelle, c'est de continuer moi à me découvrir et à apprendre des choses. Donc c'est sûr que je fais pas tout sur Zoom dans le format YouTube. François, je t'ai déjà envoyé quelques petits trucs. Il y a 2 semaines ou il y a une semaine, je fais une réflexion. Écoute Thomas, tu vas rire. Je fais une réflexion. Je t'ai envoyé d'ailleurs l'audio, le message en audio, François. J'étais avec une athlète. Ça fait des années que je la coach, puis je lui dis, mais tu peux pas être grande et athlétique comme tu es. Enfin, tu es grande et athlétique, tout simplement. Tu es forte, mais dans l'eau, ça ne se voit pas. J'aimerais ça tout simplement que tu nages comme tu es. Donc, il faut l'inviter, voilà. Et on essaie de l'inviter à aller vers là. Parce qu'il y a des moments, il y a des moments où elle est vraiment elle. Vers elle-même. Elle-même, dans le dryland, dans dehors de si. Mais dès qu'elle rentre dans l'eau, bien sûr, on retrouve plus ces qualités-là qui ont été construites voilà. vraiment aussi antérieurement. Le challenge, c'est ça qui est le fun pour nous, coach. C'est de les sortir de ça. Et quand ils le découvrent, François, là, j'ai une petite en ce moment là qui ne pensait qu'aux résultats et qui s'en foutait des modalités pour se rendre à l'autre. Non. Aujourd'hui, elle découvre le plaisir de découvrir, le plaisir de rechercher quelque chose d'intéressant, de nouveau à chaque fois. Elle a hâte de retourner dans l'eau à chaque fois. Moi, j'ai réussi ma mission là. Voilà. En tout cas, avant de conclure, je veux vous remercier tous les deux et sans vergogne, hein, parce que je le crois vraiment. Vous êtes dans une dynamique qui me plaît beaucoup parce que c'est la mienne. Vous êtes en recherche, vous posez des questions évidemment et des remarques qui sont pertinentes. Vous êtes dans le type logique parce que tout simplement, on commence à partager un univers, quoi. Et ça, c'est extrêmement précieux pour moi parce que c'est rare. C'est rare parce que c'est difficile. Écoute, on apprécie vraiment tes mots. On apprécie vraiment tes mots. Je peux te dire que des fois, avec Thomas, on a des petits échanges qui peuvent être intéressants. C'est toujours enrichissant. Et François, on se perd pas de vue. Je te lâche pas. Je te lâche pas. Merci beaucoup. Tu raccroches pas tout de suite. Tu raccroches pas tout de suite. C'était All the Talk, le numéro 45 ou 40. On va dire 45, numéro 45 avec François Bigrel. Comme j'ai dit au début de l'émission, venez nous soutenir, un petit message, un like, un pouce, une inscription à la chaîne, ça continue à faire avancer le mouvement et on va en faire encore plus des comme ça. Donc merci encore François, merci Thomas, merci. Et à très très bientôt. Au revoir. Merci à vous, ciao.